Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, manifestation de l'opposition togolaise, reprise de la mobilisation ce 26 janvier. La C14 dénonce un coup de force électoral lors des élections législatives remportées par l'Union pour la République. Scrutin du 20 décembre boycotté par l'opposition. Nous nous interrogerons sur la marge de manœuvre de l'opposition à l'aune d'une nouvelle Assemblée nationale acquise au parti au pouvoir. Et nous parlerons également des déboires judiciaires de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, de nouveau cité dans un nouveau scandale de corruption. D'ici à 2025, le secteur minier guinéen devrait mobiliser plus de 10 milliards de dollars, investissement notamment dans la bauxite. La Guinée en est aujourd'hui l'un des 3 principaux producteurs derrière l'Australie et la Chine, mais le pays demeure dépourvu d'une chaîne de transformation de ce minerai stratégique. Et pour en parler avec moi ce soir, Roger Bama, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chercheur, responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. À vos côtés, Simon Tedga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, directeur de collection et consultant en politique et stratégie de défense. Sur ce plateau également, Louis Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Plus de 1000 partisans de la principale coalition de l'opposition togolaise étaient dans les rues ce 26 janvier pour une nouvelle manifestation. La C14 dénonce un coup de force électoral lors des élections législatives remportées par le parti au pouvoir avec 59 des 91 sièges. Des élections du 20 décembre boycottées par l'opposition. Conséquence, les leaders de la C14 se trouvent aujourd'hui sans aucune représentation à l'Assemblée nationale. Et la question qui revient souvent depuis cette élection est comment l'opposition pourra désormais peser dans l'espace politique. Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État. Alors que des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de l'opposition qui jusque-là peine à aboutir, les membres de cette coalition restent tout de même confiants. Notre première arme, c'est la mobilisation. Et c'est ce que la Constitution nous dit. Et la Constitution nous dit également, en son article 50, lorsque des gens viennent à prendre le pouvoir par la force, désobéir est notre devoir sacré. Obtenir l'alternance politique en 2020, c'est désormais le challenge de la C14 appelée à apprendre de ses erreurs. Il se pose véritablement un problème donc de remobilisation de la troupe. Il faudrait un retravaillement mental de ceux qui sont déçus et les indécis pour que la lutte puisse véritablement prendre. Et aussi, nous faisons également une fixation sur la question de moyens. Pour le gouvernement togolais, la crise politique enclenchée depuis août 2017 est désormais derrière lui. Mais pour nombre d'observateurs, cette crise est bel et bien persistante. Seule une alternance politique pourra véritablement réconcilier les Togolais. Un nouveau parlement est installé. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont annoncées au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour la C14, il y a nécessité de se muter en mouvement citoyen, espérant que cette fois, l'objectif d'une alternance au sommet de l'État sera atteint. Volonté donc d'une alternance. Alors le Togo se dirige vers une révision de la Constitution avec des dispositions qui pourraient permettre au président Faure Gnassingbe de se représenter à un 4e mandat en 2020. Est-ce que la stratégie de boycott de l'opposition n'a pas été une mauvaise stratégie dans la mesure où la C14 n'a plus aucun représentant à l'Assemblée nationale? Comment cette opposition pourra désormais peser dans l'espace politique, Roger Bama? Ça, c'est la grande question. Oui. Comme disent les Anglais, that's the question. Comment peser dans la recomposition de l'espace politique avec une chaise vide? L'opposition a fait un choix. A fait un choix de boycotter les élections. Donc ce choix l'oblige à maintenir le cap qu'elle a choisi pour pouvoir peser sur la scène politique en Togo. C'est pas évident. Il faut maintenir une grande mobilisation des adhérents qui peuvent être démotivés par la situation et pour espérer réussir. Mais en même temps,
De l'autre côté, il y a le pouvoir qui est en train de s'organiser parce que comme il a les moyens de légiférer, il va mettre en place une nouvelle constitution et il va appeler tous les citoyens de venir, voilà, c'est-à-dire de se conformer à cette nouvelle loi. C'est toujours le problème dans les élections en Afrique, c'est l'impasse. On ne respecte pas la loi et on ne reconnaît pas la victoire de l'autre. Il faudrait qu'on arrive en Afrique à des élections le moins contestées possible. Simon Tedgar. Oui, je crois qu'il faut voir dans le cas togolais quelque chose qu'on peut remarquer un petit peu partout. Faure et Yadema prolonge, enfin, pardon, Nassimbe, puisque Yadema n'existe plus parmi ses patronymes, il prolonge dans l'esprit des Togolais les mandats de son père. Et là, les gens ne veulent plus. Alors maintenant, comment faire pour s'en débarrasser? C'est la grande question qui se pose pour l'opposition. Ils sont persuadés qu'en passant par les élections, ils ne pourront pas le faire. Alors ils ont choisi la rue. Mais alors, est-ce qu'ils ont les moyens véritablement d'utiliser et la rue et peut-être certaines faiblesses au niveau de l'armée pour faire en sorte que cette armée se désolidarise du président? Ce n'est que comme ça qu'ils peuvent aboutir. Parce que pour moi, ils ne sont plus dans la logique, entre guillemets, de la démocratie habituelle. C'est-à-dire être dans l'Assemblée, se battre pour faire passer les lois. Non, ils veulent le pouvoir, ils ne veulent plus... Ça veut dire qu'ils ont... l'opposition a mis le cap sur 2020, mais avec quelle stratégie? Voilà. Est-ce que la désignation d'un candidat unique pour cette élection, pour faire face au président sortant Faure Gnassingbé, est quelque chose de possible aujourd'hui au sein de l'opposition togolaise, Luc Mayou? Moi, je crois qu'il faut faire le bilan de ce qu'ont été les luttes démocratiques sur le continent africain et notamment dans l'espace des pays qui étaient à la conférence de la Baule où le président Mitterrand a presque forcé la main aux dirigeants africains pour obtenir le pluralisme intégral dans les pays africains. Il faut interroger cette stratégie parce que depuis cette époque-là, les destins n'ont pas été les mêmes. On a eu la conférence nationale au Bénin et une démocratie qui semble fonctionner s'est mise en place. Il y a eu les conférences nationales en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville, à Kinshasa. Les destins ont été très divergents et je pense que pour revenir au cas du Togo qui nous intéresse, le problème aujourd'hui c'est que les dirigeants, les hommes politiques togolais ont l'impression qu'on peut obtenir la démocratie parfaite du premier coup. Ça n'existe pas, la démocratie parfaite. On a vu aux États-Unis, par exemple, qu'en faisant voter les Américains, le système permet que même si vous n'êtes pas populaire, le vote des grands électeurs vous fasse gagner. C'est ce qui a fait perdre Hillary Clinton. On aurait pu déboucher sur une crise post-électorale aux États-Unis. Tel n'a pas été le cas. C'est que chacun joue son rôle et se contente de respecter la loi telle qu'elle est. Et si elle n'est pas bonne, il va au Sénat, il va dans les chambres qui lui permettent de modifier la loi pour le faire. On a vu en Grande-Bretagne, autre berceau de la démocratie représentative, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Certains ne sont pas d'accord, d'autres le sont, mais le fait est qu'il y a eu un vote et que le résultat de ce vote, c'est ce Brexit qui est en train d'être négocié très péniblement à la fois par les Britanniques et par l'Union européenne. Donc, n'ayons pas l'impression qu'on peut obtenir la démocratie parfaite du premier coup, surtout que là, la difficulté supplémentaire, c'est que quand on regarde l'histoire du Togo, quand il y a eu la conférence nationale et que le père Yadema a été mis en difficulté, c'est parce que l'opposition n'a pas réussi à s'entendre, qu'il y a eu une nouvelle élection législative, que cette élection législative lui a permis de contourner tous les obstacles que la conférence nationale lui avait placés pour qu'il ne se représente plus. Là, c'est le même schéma qui se reproduit, c'est-à-dire que l'opposition décide de ne pas aller à l'Assemblée nationale, elle déroule un boulevard, un tapis rouge intégral devant Faure pour qu'il puisse, s'il le souhaitait, modifier la Constitution et se représenter. Alors même qu'au sein de sa famille biologique, il est en difficulté, il ne s'entend pas avec tout le monde. Il a un de ses frères qui est en prison actuellement. Au sein de sa famille UNIR, il a le même problème. Il y a des contestations. Le Nord n'est pas un bloc homogène où tout le monde soutient les Yadema. Et malheureusement, l'opposition ne tire pas avantage de cette situation. Elle se comporte comme une force de contestation sociale, pas comme une force de construction politique. Mais est-ce que l'opposition aurait pu véritablement faire autrement dans la mesure où elle ne reconnaissait pas du tout le processus? On parle d'un fichier électoral
électoral sur lequel figuraient des personnes qui sont décédées. Il y a eu également un problème soulevé par l'opposition qui touche à l'indépendance de la CENI. Est-ce que l'opposition aurait pu véritablement s'engager dans ce processus-là, Roger Bama ou Simon Tedgar? Oui, alors moi je dirais qu'il faut se donner les moyens quand on est dans l'opposition pour véritablement jouer son rôle. Et je pense que, comme disait Ayou, je pense qu'il y a une sorte de volonté de faire des raccourcis, hein, sans se donner véritablement toutes les bases d'une conquête. Donc là, quand vous dites que est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement? En fait, je crois qu'ils sont vraiment dans l'impasse. Parce qu'en réalité, ils ont choisi la rue. Et avec la rue, vous ne pouvez pas négocier. C'est la stratégie du désespoir. Vous êtes non, enfin, du tout ou rien. C'est-à-dire que là, c'est une confrontation directe, mais à mon avis, qui ne peut réussir que par la force. Or, je ne pense pas qu'ils aient cette force-là. Alors, la force peut être extérieure, peut être les soutiens diplomatiques, etc. Je ne pense pas qu'ils les ont. Et je crois donc que cette opposition a tout intérêt, puisque je pense qu'il y a eu quelques modifications au niveau de la CENI, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a 8 observateurs, enfin, il y a 8 membres de l'opposition, 8 membres du parti au pouvoir et je crois un administrateur. Donc il y a des pas qui sont faits quand même pour attirer l'opposition à sa place Sans oublier, parce que vous évoquiez tout à l'heure la pression internationale, il faut dire que les pays voisins ne sont pas restés les bras croisés. Il y a eu beaucoup de médiations qui se sont présentées. Mais la CEDEAO n'a jamais pris position. Et c'est ça aussi que elle n'a pas à prendre position. Moi, je pense qu'au nom du droit, au nom de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ils sont obligés de s'exprimer, ils sont obligés d'aider à la résolution du conflit, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes résoudre ces problèmes. Ils peuvent accompagner les différents protagonistes dans la résolution de leurs conflits, mais pas les remplacer. C'est impossible. Roger Bama. Donc, c'est vrai que la stratégie de l'opposition est une stratégie, comment dire, qui n'a pas vraiment d'horizon pour pouvoir interférer, pour pouvoir modifier la donne. Et je pense que l'opposition doit réinventer sa manière d'opérer, trouver des voies qui lui permettent d'être présent dans les processus. Pour le moment, c'est un blocage. Et le pouvoir ne va pas s'arrêter. Le pouvoir va continuer son œuvre à mettre les nouvelles institutions, la nouvelle constitution en place, qui va obliger l'opposition à adhérer s'il n'a pas la force suffisante pour renverser la situation. Ce que je pourrais, moi, conseiller à l'opposition, c'est surtout de réinventer leur méthode d'action pour pouvoir être présent. La politique des chaises vides ne paye pas. Alors une politique qui ne paye pas. Tout à l'heure, j'évoquais donc l'opposition a décidé de mettre le cap, en tout cas avec cette décision, sur 2020, mais avec quelle stratégie? Tout à l'heure, j'évoquais l'idée d'un candidat commun. Est-ce que c'est quelque chose de possible au regard des divisions au sein de cette opposition? C'est plus souhaitable que possible, pour plusieurs raisons. La première étant que on ne peut pas obliger les gens à se mettre ensemble. Rien ne les oblige à ça. Je pense que la première chose à faire pour garantir, pour multiplier les chances de s'entendre, c'est déjà d'obtenir des élections à 2 tours qui fassent que, pendant qu'on organise le premier tour, ce soit en quelque sorte une primaire pour tout le monde, qui permet de désigner celui qui est le mieux placé, comme ce fut le cas pour renverser Abdoulaye Wade au Sénégal, et celui qui est le mieux placé au terme du premier tour, tout le monde s'aligne derrière lui. Il n'y aura pas de raison de dire ce n'est pas lui pour des raisons subjectives qui y va, mais plutôt un autre. Donc le premier tour sert à ça. Au deuxième tour, tout le monde s'aligne derrière celui qui est arrivé en premier et au final, on obtient quelque chose. Mais si les partis politiques se comportent comme des mouvements sociaux, comme la lucha, comme il y en a marre, les syndicats, comme des syndicats, effectivement, on restera dans des bagarres de rue, et ce ne sera jamais une bagarre politique qui débouche sur l'exercice du pouvoir. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire que l'opposition, disons, au deuxième tour, s'aligne sur les candidats qu'ils auront choisis. Parce qu'on a vu le cas, on en parlera tout à l'heure, de la Guinée. Alpha Condé était arrivé deuxième au premier tour, et puis pour le deuxième tour, il a été choisi pour pouvoir
être le candidat de l'opposition. Simon Tedgar. Oui, alors moi, je dirais vraiment à l'opposition togolaise qu'elle a déjà gagné énormément. Parce que je pense que leur stratégie n'est pas... On ne peut pas dire qu'elle n'a rien donné. Il y a des acquis. Et il faut désormais utiliser ces acquis pour conquérir le pouvoir. Donc il faut rentrer, il faut préparer ces élections, et même les élections locales qui arrivent. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent. Ils ne vont pas rester dans la rue. La rue n'apportera rien. Puisque l'armée, tant que l'armée ne les rejoindra pas, ils sont sûrs de perdre. Tout est là. Juste un dernier mot, je pense qu'ils peuvent jouer sur deux tableaux. Rester dans la rue pour maintenir la pression, mais en même temps participer au processus politique et électoral qui se met en place. Donc avec les élections locales... voilà, il faut être sur les deux tableaux. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une très courte pause et tout à l'heure, nous parlerons des déboires judiciaires qui continuent pour l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. À tout de suite.